entre les deux. Et de l'un et de l'autre, et de l'un et de l'autre. Espérant qu'à un moment ou un autre, à travers ce jeu de ping-pong, les deux joueurs se rapprochent. C'est un classique. Et ça, c'est quand il y a conflit, quand il y a réelle difficulté. Et au passage, c'est très intéressant de leur part. Parce qu'ils disent, à un moment, ils vont être capables de dire, bon, attends, on ne peut pas s'entendre, oui, non, on va décider quelque chose de commun. Tiens, il y a quelque chose de commun. Génial. Il y a quelque chose qui se relie. C'est comme la fratrie qui part dans le conflit. Parce que quand on est tous dans le conflit, dans la fratrie, alors parfois papa et maman sont ensemble contre nous. Ils sont ensemble, contre nous, mais ensemble. C'est bien. Tous les deux ensemble, ils s'énervent, ils sont fâchés, ensemble contre nous, ils sont ensemble. On les a réunis contre nous. Ils savent y faire, hein, les enfants, pour nous aider à devenir couple. Et donc, dans l'histoire de deux parents, une voix, deux voix, on est évidemment lié à ça. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier, c'est pas possible. C'est pas possible. Allons voir maintenant un problème qui est quand même un peu plus ennuyeux. C'est quand les questions ou les voix sont des problèmes de voix dans lesquels on introduit l'univers du religieux. Ça, c'est un peu plus difficile. Parce que on le retrouve dans beaucoup de couples. Et pourquoi tu lui as pas dit ce matin de ne pas oublier de mettre son talit de katane? Je comprends pas, je t'ai dit 15 fois que tu ne dois pas leur donner à manger s'ils n'ont pas fait la bracha. T'as vu comment tu l'habilles pour Shabbat, mais je ne veux pas qu'il aille voir ce film. Je peux vous en sortir encore quelques-unes, ça suffira. Là, c'est plus ennuyeux, parce que on a la religion comme allié, ou comme élément à combattre. Et c'est difficile, c'est-à-dire l'autre a récupéré la religion. Là-dessus, je vous dis, c'est sans doute un des points sur lequel je ne sais pas vraiment quoi vous répondre. Parce que ça veut dire qu'il y a autre chose qui se joue dans la relation. Il y a autre chose qui se joue. C'est évident. Qu'est-ce que je veux signifier à mon conjoint en refusant d'être dans la voie X ou Y? Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Qu'est-ce que je suis en train de lui faire payer? Et ça, c'est le symptôme d'un syndrome. Il se passe quelque chose ailleurs. Et donc, il faut être capable de dire, écoute, le problème, il n'est pas là. Se dire, écoute, si mon conjoint, je lui demande, peux-tu mettre un talit de katane à l'enfant? Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Alors pourquoi il ne veut pas? Si je lui dis, arrête de le mettre devant la télé, tu sais très bien que c'est pas bon et qu'en plus, il voit des images qui sont pas belles. Et pourtant, il le fait. C'est pas une démarche éducative qui est engagée ici. C'est autre chose. Et il faut être capable de dire à l'autre, dis-moi, en refusant de le faire, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Traduisez. En faisant cela, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Parce que moi, je sais que tu es en train de me dire quelque chose. Mais c'est quoi? Peut-être dans un moment de sérénité, hein? Pas au moment du conflit. Et voilà. Je te demande et tu refuses. Dans l'absolu, pourquoi refuser? C'est pas tellement un problème, ou pourquoi le faire ou ne pas le faire. Donc qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Qu'est-ce que tu as besoin de me dire et que tu n'arrives pas à dire, ou que peut-être je n'arrive pas à entendre? Parce que tu me le dis peut-être, mais j'ai peut-être jamais réussi à l'entendre, et tu me fais passer le message autrement. Voilà. Mais là, on n'est plus dans rares sont les couples dans lesquels non, c'est une sorte de vision de l'existence, vision laïque, vision religieuse. C'est rare. Et si c'est mais je veux pas qu'ils deviennent fermés comme machin truc YZ, faut lui dire, tu as raison, il deviendra ce qu'on lui donnera les moyens de devenir. Et si tu penses que c'est en faisant certains rituels que brusquement il se ferme, alors c'est que sans doute on n'a jamais réfléchi véritablement comment ça se crée l'ouverture. Voilà, mais ça c'est encore un autre domaine. L'autre point, donc, sur
sur deux parents, une voix, ça va être, bien sûr, la problématique de, comme on l'a vu en introduction, de la manière dont on met notre propre histoire de côté pour inventer une histoire commune. Dans notre histoire à mettre de côté, il y a l'histoire de nos parents, donc c'est-à-dire bien sûr une voix dans la manière et la place comme vous occupez les parents respectifs dans la démarche éducative au niveau de nos enfants. Déjà, on a chacun une voix. Si on ramène après les parents des deux côtés, vous imaginez un petit peu, les autoroutes à 4 voies, c'est légèrement complexe. Donc, pour cela, il faut prendre une décision à un moment. C'est qu'on n'écoute jamais une parole que l'on n'a pas demandée. Sauf si, bien sûr, cette parole, c'est une alerte rouge que le parent va avoir. Les enfants, c'est génial avec vos enfants, mais je crois que vous n'avez pas réalisé que si c'est un passage d'information, oui, bien sûr, il est de notre responsabilité en tant que parents, que grands-parents, qu'arrière-grands-parents, de faire du passage d'information et de dire aux enfants, qui eux-mêmes sont parents, écoutez, faites attention, vous ne réalisez pas, mais peut-être qu'ici, il y a quelque chose à voir et à réfléchir, point barre, c'est tout. Alerte. D'accord, on ouvre à une réflexion. Mais sur le reste, un avis qui n'est pas sollicité n'est pas un avis que l'on se doit d'entendre. Parce que la question est de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un vous donne un avis alors que vous lui avez déjà demandé. On peut générer chez l'autre l'envie de donner un avis. C'est-à-dire lui dire, écoute, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un souci là-dessus, je ne sais pas, essaie de voir. Et c'est là, à ce moment-là, on peut se retourner et dire, ah, très intéressant, et vous en pensez quoi? Et là, on va donner un avis. Et sinon, on est dans l'univers de l'ingérence, et ce n'est pas juste un problème théorique. L'ingérence, c'est une manière de dénier aux enfants la possibilité d'éduquer leurs propres enfants. Donc c'est au fond les infantiliser. Leur dire, au fond, vous n'êtes pas capable, vous avez besoin de notre parole. Et ça commence très tôt, hein. Mais laissez-le pleurer, l'enfant, ça lui fait du bien. Je t'ai demandé ta vie, je t'ai demandé ton avis. Je suis venu te dire, excuse-moi, l'enfant pleure beaucoup, d'après toi, il faut faire quoi? Non, alors pourquoi tu me le dis? Non, mais c'est pour ton bien! L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et souvent, c'est gentil. Mais si de l'autre côté, il y a un avis différent, on fait quoi? Parce que là, c'est de la vraie trahison. Ma mère, elle a dit que, et on ne va pas écouter ce que ma mère, elle a dit qu'il était bien. Ah, là c'est du lourd. Vaut mieux trahir des souvenirs qu'une parole qui a été donnée, voire même imposée. Donc ça, c'est un choix. Ça peut être peut-être un des axes dans lequel on dit on a une voix commune. C'est qu'un avis que l'on ne sollicite pas n'est pas un avis qui est important. Ça peut être un choix. Un choix tout bête, mais un choix important. Un instant, les questions, il n'y a pas de problème, il y a justement tout un moment pour ça. Donc gardez-la bien au chaud, notez-la si vous avez peur de l'oublier, mais on y arrive de toute façon dans quelques minutes, je vous rassure tout de suite. Parce que sur ça, je pense qu'on va aussi continuer bien avec vos questions. Dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est qu'on se retrouve donc dans le couple de vision, de manière de percevoir les choses, de manière de réagir. Et donc, réflexion sur les objectifs et sur les méthodes différentes. Solidarité nécessaire, comme on l'a vu, fondamentale. Et ça, c'est capital, cette solidarité. Choisir une direction et une stratégie et s'y tenir et aller jusqu'au bout. Ne pas sans arrêt se poser la question si on aurait mieux fait de choisir autrement. Ça, c'est clair. On va quand même, à un moment, se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une dimension particulière au niveau du masculin et du féminin pour réfléchir sur des problématiques particulières. Parce que vous êtes d'accord qu'à un moment, le masculin et le féminin ont des sensibilités différentes et des perceptions différentes. Et c'est là où, en effet, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer à l'autre.
Il y a des choses que l'on ressent. Il y a des choses que l'on pressent. Il y a des choses qui se situent au niveau des émotions presque. Alors, comment est-ce qu'on peut au fond organiser ça de manière passionnante? Eh bien, c'est là où en effet, il faut savoir dire qu'est-ce qui était à l'origine de ce que je dis. Est-ce que c'est ma réflexion ou est-ce que ce sont mes émotions? Et c'est très intéressant de réaliser que parfois, l'émotion qui est à l'origine d'une parole, elle peut éclairer quelqu'un et l'amener totalement à changer d'avis, et dans l'autre sens. Ça veut dire quoi de manière concrète? C'est-à-dire, je suis dans de l'ultra-théorie. Ça veut dire qu'il faut être capable de demander à l'autre de donner son point de vue, même s'il ne le donne pas et même si on a l'impression qu'il est d'accord avec nous. Pourquoi? Parce que sa spécificité va peut-être nous éclairer encore plus. Concrètement, ça veut dire, toi en tant que maman, comment tu ressens les choses? Toi en tant que papa, comment tu comprends les choses? Toi en tant que papa, comment tu ressens? Toi en tant que maman, comment tu comprends? Et ça nous permet d'ouvrir l'autre à un univers qui n'a peut-être pas encore suffisamment exploré et qui, c'est évident, va lui permettre d'avancer dans sa réflexion par rapport à l'éducation des enfants. Parce que parfois, le masculin va faire fonctionner sa tête et ne va pas laisser de place à ses ressentis. Le féminin va parfois donner une place importante à ses ressentis et sa réflexion ne sera peut-être pas suffisamment présente alors que sa réflexion peut être plus que passionnante. Donc, deux parents, une voix, c'est aussi à un moment utiliser le fait que l'on ait deux lectures de situation, deux manières de penser comment on devrait les gérer, et demander à l'autre de nous dire comment il pense les choses au niveau de sa réflexion et comment ça s'élabore au niveau de son ressenti. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais appris que le fait d'avoir des émotions, c'est quelque chose qui peut nous aider à l'intérieur d'une prise de décision. Que le fait d'analyser une chose et de ne pas juste se fier à ce que l'on ressent peut être capital dans la gestion d'une situation. Vous voyez un petit peu comment il peut y avoir ici une forme d'enrichissement incroyable de l'un par rapport à l'autre. Et c'est au passage ce qui amplifie la relation amoureuse. Dans le couple et vis-à-vis de l'enfant. Parce que l'enfant est le vecteur d'une transformation de nous en tant qu'individu et de nous en tant que couple. Et on ne peut que l'aimer plus parce qu'il était à l'origine d'eux. L'enfant qui était à l'origine de la nécessité de se parler. L'enfant qui était à l'origine de cette nécessité de se poser la question des objectifs, et quand on dit objectif pour l'enfant, c'est se dire, et moi, quels sont mes objectifs pour ma vie? L'enfant qui a amené mon conjoint à me dire, mais mets de côté ta tête et essaye de me dire comment tu vois les choses dans ce que tu ressens, et qui m'a réouvert au monde de mes émotions et me reconnecter à celles-ci. C'est un enfant compliqué, mais qui nous a obligés à faire cela parce qu'on avait deux voix différentes et on sait très bien qu'au moment où on ne peut pas envoyer des messages contradictoires, cet enfant a créé quelque chose de nouveau et donc paradoxalement, il y a une vraie relation de proximité qui s'installe avec lui extrêmement forte. Le problème, c'est qu'en effet, on veut régler des comptes et qu'on les règle via l'enfant. La difficulté, c'est qu'à travers l'éducation, on veut prendre le pouvoir. La problématique, c'est qu'en effet, on a le désir parfois d'invalider l'autre. Et parfois, on a de bonnes raisons d'invalider.
mais ne faisons pas porter la responsabilité de cela à l'enfant. Oui, il y a des personnes que parfois il faut invalider parce qu'elles ont des attitudes, des manières d'être qui les invalident, qui ne sont pas juste des one-shots, mais qui sont des constantes, c'est vrai. Mais en dehors de cela, ne faisons pas apporter à l'enfant la responsabilité d'une histoire que nous n'avons pas décidé de régler entre nous. Voilà quelques points de réflexion. La conférence est un peu moins longue que d'habitude, puisqu'on a commencé un peu plus tard que 9h. Mais pour la finir quand même à la même heure, je vais m'arrêter ici et je vais vous demander maintenant de poser vos questions. À vous. Madame. Alors vous avez dit que je ne vais pas recevoir les avis qu'on n'a pas sollicités. Oui. C'est super quand vous dites ma belle-mère. Non, pas que ma belle-mère. Mais quand c'est d'un rap, par exemple, où je ramène que j'ai étudié que, alors c'est sous couvert de, alors c'est toujours les avis, les super avis contre lesquels on ne peut rien faire et rien dire. D'abord, vous avez le droit d'avoir du bon sens. Et deuxièmement, vous lui avez demandé son avis. Alors pourquoi il vous le donne? Non, c'est l'avis de la Torah sous couvert du Rav, ou rapporté par. D'abord, vous savez, moi, quand j'entends ce qu'on rapporte en mon nom, c'est génial. Bon, parfois, je découvre un autre Élie. Il y en a plein d'Élie Lemel, mais alors j'en découvre encore un nouveau. Le jour, on m'a dit que j'ai dit des trucs extraordinaires. Non, ce qui est génial, c'est qu'on dit que vous avez fait des choses. C'est pas que vous auriez pu faire éventuellement, c'est-à-dire que vous dites oh oui, enfin oui. D'accord, vous pouvez même pas dire non parce que c'est tellement. D'accord. Donc d'abord, on a dit que le Rav machin a dit, etc. Moi, je ne crois pas. D'accord. Un jour, j'ai eu le privilège d'étudier, d'être pendant un certain temps près de Rav Nissim Karelitz. Et un matin, je lui ai dit, on m'a dit que vous aviez dit. Et il m'a dit, je sais pas, j'ai pas encore lu le journal. Point. D'accord. Neveu du Chazon-Ish. Donc, à partir de là, le Rav a dit, laissez tomber. Maintenant, il est face à vous. Là, j'exprime, en ce qui me concerne, un enseignement. Et je partage avec vous une réflexion. À vous de savoir ce que vous voulez en faire. Ça, c'est déjà un premier principe. Quand vous allez me poser une question dans une situation T, je vais exprimer un avis parce que vous me posez une question. Et après, à vous de savoir ce que vous allez faire avec. Et ça, c'est fondamental. Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Oui, c'est super, si vous allez dans le sens, vous avez plus de fois moi vis-à-vis de la voix opposée. Ah, quand vous utilisez le Rav comme renfort. Voilà. Renfort, c'est comme comment ça s'appelait à quel jeu là? On appelait des renforts. Renfort. Ah là, l'utilisation du Rav, elle est pas mal. Moi, dans ce genre de cas, je dis, mais écoute, c'est fort possible. Tiens, peut-être qu'on va aller en parler ensemble. Et là, souvent, vous allez voir, oh non. C'est que soit le Rav va dire, je ne savais pas que j'avais dit une chose pareille. Soit, mais dans une situation pareille, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Au contraire, cher madame, votre idée est très intéressante. C'est comme des retournements de situation, nos échecs. Mais si le Rav dit qu'on lui a posé la question, allons lui en parler. Parce que j'aimerais lui exposer mon point de vue. Arrête, tu vas te rendre ridicule. Ça ne me dérange pas, le ridicule ne tue pas. À certains moments, allons-y, pourquoi pas. Maintenant, le Rav, sur la base de quoi il vous dit ce qu'il dit? De sa propre histoire, de son propre ressenti? Du travail qu'il a fait sur ce sujet? De la compétence qu'il a dans ce domaine? D'une compétence reconnue? Oui, mais ça, c'est des choses qui se vérifient quand même. C'est vrai que quelqu'un qui a un halakha, depuis 15 ans c'est l'halakha, après on considère qu'il connaît un peu l'halakha. Quelqu'un qui depuis 15 ans parle d'éducation, peut-être qu'il connaît un tout petit peu. Mais vous avez aussi des rabbins sympathiques, mais dans certains domaines, c'est des rabbins des bois, quoi. Et ils sont très bien à côté, des gens géniaux, fabuleux, extraordinaires, intelligents, brillants et bourrés de qualité. Il y a des domaines sur lesquels ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'étais confronté à ce genre de situation. Moi, il y a des domaines sur lesquels je ne sais pas de quoi je parle et j'essaie de ne pas en parler. On me disait, oui, dis.
Et je n'ai pas peur, d'ailleurs, parfois de dire, je suis désolé, c'est une erreur. Parce que... Donc là-dessus, si on vous rapporte la parole du Rav, il n'y a aucun problème, mais allons lui parler. Et exposons-lui le problème. Et après, nous déciderons ensemble ce que nous faisons avec ce que nous avons entendu. Parce que je peux décider de maintenir là-bas. J'ai pas envie de dire même contre l'avis du Rav. Bien sûr que vous avez la possibilité, j'espère bien. Voilà, ça peut ne pas m'avoir convaincu. Mais j'espère bien. Alors posez-vous la question de savoir, est-ce que vous étiez prête à vous laisser convaincre? Et quel est l'autre enjeu? Moi, c'est dans la liste qui m'intéresse, c'est de savoir, mais c'est quoi l'enjeu maintenant? L'enjeu, c'est la situation ou c'est ce qu'elle supporte, ce qu'elle veut dire? Et souvent, l'enjeu, c'est pas la situation, c'est autre chose. Il faut avoir le courage de le dire. De se le dire. Et de le dire à l'autre. Dans l'absolu, il n'a peut-être pas tort, mais concrètement, je ne l'écouterai pas. Pourquoi? Parce que, bon, au moins, on sait où est l'enjeu. Mais c'est pas grave. Au moins, on a pesé. Je crois qu'il faut comprendre où se situent les enjeux. Oui. Vous disiez tout à l'heure, quand au niveau de l'éducation, il y a la religion qui... bon, ça veut dire, en préadolescence, une jeune fille qui a des... Bon, au niveau de la tsniout, au niveau du Shabbat, tout ça, on est obligé... Enfin, on est obligé. Je veux dire, le père et la mère, ils sont obligés d'avoir une même voix. Ça veut dire, au niveau de la tsniout, on lui demande une certaine tenue. À partir du moment où on lui fait comprendre qu'il y a certaines tenues qui ne sont pas tout à fait comme D'accord. Au niveau du Shabbat, c'est pareil. Maintenant, la préadolescence, c'est de toute façon par essence Alors, quelle est la question? Comment faire justement pour pouvoir donner à l'enfant, c'est plus une enfant, un préadolescent, l'envie de, on va dire, de respecter la Torah selon par exemple la tsniout, le Shabbat. Alors, sur ce, vous posez une question qui est en effet fondamentale. Là-dessus, on va faire une distinction. Il y a en effet la réflexion du couple sur la stratégie. Et elle peut être très différente, cette réflexion. Et à un moment, il y a le choix d'une stratégie commune dans lequel, en effet, on est solidaire. Et cette stratégie peut être on laisse faire, par exemple. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ou ça peut être au contraire, on lâche du lest là, mais là-dessus, on ne lâche pas. Sur la manière dont on va dire. Et ça peut être aussi une réflexion sur qu'est-ce que l'adolescent veut nous faire payer. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous savez, parfois, je me trouve face à ça, je dis, bon, allez, tu leur fais payer quoi, là? Explique-moi, là. Qu'est-ce que tu leur fais payer? Et cash, hein? Pas en carte bleue différée, hein? C'est de l'immédiat, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est intéressant, parce que... me raconte pas, mais c'est du bidon. Non, tu sais très bien. Allez, qu'est-ce que tu fais payer? Et pourquoi tu as choisi ça pour les faire payer? Et là, il y a des réponses qui sont passionnantes. Et c'est ça un petit peu la discussion qu'on doit avoir ensemble au niveau du couple. Ça, c'est un autre sujet qui est en tant que tel, c'est-à-dire, je ne sais pas si on a déjà traité ou pas, l'enfant et la religion. On a déjà parlé de religion ici. On fasse un peu un truc de religion que j'assume, ma kippah et ma barbe, quoi. On fasse un peu de religion. Ça peut être un sujet passionnant, la problématique de l'enfant et le religieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une seule fois, à un moment, on décide d'une attitude commune. Et c'est ça qui est important. À un moment, on décide, voilà l'attitude commune, qui est peut-être bonne ou moins bonne, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins elle est commune. Et la personne qui... Et c'est pas simple, parce que parfois, on peut être persuadé que c'est pas la bonne chose. C'est là on a besoin parfois d'un tiers. D'un tiers qui, à un moment, va nous disculper. Parce que parfois les gens disent « Non, je ne lâcherai pas parce que... » Et l'autre va dire « Je vous disculpe. » Ayez cette attitude-là si c'est un choix du couple et vous ne serez pas coupable de ne vous être pas battu jusqu'au bout pour imposer votre point de vue. Mais dans ce genre de cas, on se bat. Hein. Non, ça veut dire, par exemple, pour prendre l'exemple du Shabbat, il y a un principe, ne pas transgresser le Shabbat, très bien. Alors, ça veut dire, soit les parents, ils vont être peut-être trop... Mais ça, alors, ça c'est un choix, j'entends, mais là, vous me posez une autre question, madame. Oui, qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un enfant qui a un problème avec le Shabbat? On se repose la question au niveau du couple de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre Shabbat pour que l'enfant ait besoin d'eux. Mais là, on sort un petit peu de notre sujet. Votre question est intéressante, mais je ne vais pas essayer de trop développer, parce que là, je veux rester dans l'axe de la voix. C'est-à-dire, on décide d'une voix ensemble,
qui parfois va être de dire on fait comme si on n'est pas remarqué. Ou au contraire, on lâche pas. Ça dépend de l'âge de l'enfant, de sa place dans la fratrie, si c'est un garçon, si c'est une fille, qu'est-ce qui se passe par ailleurs, de voir il y a tellement de paramètres. Et ça fait vraiment l'objet d'une conférence en tant que telle. Vraiment. Qui sera peut-être un sujet très, très prochain. Autre question? Oui. Je voudrais revenir sur la partie des objectifs, notamment sur l'exemple que vous avez donné avec le père qui rentre et l'enfant qui se lève de table. Quand chacun dans le couple, on a un objectif différent, mais qui a autant d'importance pour l'un que pour l'autre, et qui ne sont pas dans la même lignée, et qui sont en opposition. Comment on tranche et quelle attitude avoir? Alors, vous me dites que les deux sont importants, mais en même temps, ils sont opposés. Alors, j'ai quelque chose que je n'ai pas compris là. Comme vous avez dit tout à l'heure, par exemple, l'objectif pour la maman, c'est de lui apprendre que l'enfant ne se lève pas de table à n'importe quel moment, de travailler sur sa concentration. D'accord. L'objectif, par exemple, pour le papa, c'est que l'enfant il apprenne à donner du cavote, par exemple, à son père. Très bien. Alors là, c'est très simple. Donc, à ce moment-là, on priorise. On dit actuellement, c'est lequel vers lequel on va se focaliser. Il y a des priorisations en fonction des moments. Et après, quels sont les moments dans lesquels on va travailler sur ton point, quels sont les moments dans lesquels on va travailler sur mon point? On est d'accord que pour amener un enfant à savoir rester à table, on ne peut le faire que quand il est à table. D'accord. Par contre, apprendre à donner du cavote à son papa, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'autres moments dans lesquels on peut lui apprendre. Vous voyez? C'est-à-dire, ça peut être très bien, l'enfant est là, tiens, papa vient d'entrer, tiens, sers-lui déjà son verre d'eau et mets-lui des... Vous comprenez? Ça peut être, il y a plein de... Donc là, on n'est pas du tout dans la contradiction. On est, voilà, il y a une chose et une autre. Comment on priorise et comment on... Et c'est quoi le système pour faire l'un et l'autre? Voilà, c'est... Mais là-dessus, et reconnaître la nécessité de ce que l'autre exprime. Mais c'est très bien, je trouve que c'est génial ce que tu veux faire. C'est superbe. Maintenant, moi, je travaille là-dessus. Moi, je trouve que c'est génial, tu as raison, il faut qu'un enfant, son papa représente quelque chose. Bon, au passage, la meilleure manière qu'il représente quelque chose, c'est que la maman pose sur le papa un regard qui fait que l'enfant sait que le papa représente quelque chose. Rien qu'avec ça, c'est amplement suffisant normalement. Et si c'est pas là, hein, le papa doit se dire qu'est-ce que je fais pour que ma femme n'arrive pas à me poser ce regard. Et pas où elle veut pas le poser. On n'a qu'une envie, c'est de le poser. Et si on n'arrive pas à le poser, c'est que quelque part on génère chez nous la difficulté. Mais c'est là. L'histoire du couple, elle est là, vous savez. Mais je suis d'accord. Mais là, je reprends ça pour dire voilà. Et c'est là où c'est intéressant. C'est se dire, mais la vie, c'est ça, c'est découvrir ce qui ne va pas, les belles choses, les dysfonctionnements, les peurs, les machins. Voilà, c'est. Et on le pose. Et on le pose. Oui, sache que je ne peux pas lui montrer autrement qu'il doit gagner parce que pour moi, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que tu ne me donnes pas envie de lui dire que je te respecte. C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu rentres à la maison et que tu fais ceci, cela, pour moi c'est très difficile. Ah, mais pourtant ailleurs j'essaie de bien faire, mais pour moi c'est... Ah, d'accord, j'ignorais, très bien, on a un travail à faire. Mazel tov, on avance. L'idée c'est qu'on pose les choses, on pose le problème. On n'est pas dans de l'agression, on pose la difficulté. Voilà la difficulté que j'ai avec vous. Voilà la difficulté que j'ai avec toi. On ne va pas régler ça en 10 minutes, hein, je vais tout de suite. Mais, sinon je vends la méthode. Hein. Donc, j'aimerais bien poser une question. Poser ? Ah non, on a encore un quart d'heure. Les familles avec 4 parents. Les familles avec 4 parents, d'accord. Famille recomposée. Alors, donc une famille recomposée, c'est d'abord une famille qui s'est décomposée. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier. Donc, les familles donc, qui se recomposent. Là, c'est... vous avez raison, il faut du temps. Donc, est-ce que je botte en touche et je dis on fait une conférence sur les enfants du divorce ? Oui. D'accord. Ce que j'ai fait récemment à Paris et ce qu'on a fait encore récemment à Marseille. Dans les enfants du divorce, les enfants de parents qui ont divorcé, hein, l'adultes, ils s'appellent les enfants d'enfants qui divorcent. Je vais poser juste deux axes de réflexion. D'abord, il y aurait une différence fondamentale entre les couples dans lesquels chacun est arrivé avec ses bouts de chou, et si c'était des bouts de chou des enfants plus grands.
Ça, c'est déjà un premier point. Ce qui va être assez difficile, c'est quand chacun arrive avec ses propres enfants et que le couple a ses propres enfants. Et là, je ne peux pas être père pour mes enfants, mais pas trop père pour tes enfants, tout est dans ton père pour nos enfants. Je suis père pour mes enfants, père pour nos enfants, mais pas père pour tes enfants qui restent à côté de nos enfants et de mes enfants. Et un peu le truc. D'accord? Comment chacun trouve ça? Donc, alors, là-dessus, il faut mettre en place des règles. Les règles, c'est qu'à un moment, l'enfant qui dit « t'es pas mon père », « t'es pas ma mère », cette phrase-là n'est pas présente dans l'univers du couple. « T'es pas mon père, j'ai pas à t'obéir », en dehors de l'adolescence, où là le problème est radicalement différent. Là-dessus, on obéit non pas parce qu'on est un père, parce qu'on est un papa ou pas, on obéit parce qu'il y a une règle. Et la règle, ce sont les adultes qui la disent. Et dans ces adultes, il y a ta maman et il y a son mari qui est moi. D'accord? Et ça se passe difficilement, mais c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça repermet aux enfants de tester la solidarité du nouveau couple. Ça leur permet de voir qu'ils ne pourront pas faire exploser le couple nouveau dans l'espoir insensé que le couple ancien revienne. Parce que derrière, ils ont quand même ce fol espoir. Donc déjà, il faut casser l'espérance. C'est-à-dire leur apprendre à vivre avec un principe de réalité. Donc ce genre de situation, donc, elles sont là souvent pour ça. Parce que c'est pas qu'il ne veut pas obéir, c'est qu'en n'obéissant pas, je crée le conflit, en créant le conflit, je fais exploser le couple, en faisant exploser le couple, il redevient célibataire, en devenant célibataire, il peut se retrouver avec ma maman, qui elle-même s'est remariée, bon l'enfant ne connaît pas la lacha, après c'est plus possible, et elle, si éventuellement les autres de leur côté font la même chose, et quand moi je suis c'est la même chose, tac tac, j'explose tout, hop, je les récupère, je les mets ensemble, shalom et on avance. Donc vous avez des enfants qui sont des stratégies mais parfaites. Hein. Donc il faut leur dire oui, c'est bien joué, mais je ne tombe pas dans le piège. Et ça, c'est la parole que doit systématiquement prononcer le conjoint. C'est sûr que c'est très difficile. Il y a des souffrances, il y a des culpabilités. Ce qu'il faut, c'est rassurer l'autre. Dire, écoute, tu risques de faire des erreurs avec mes enfants qui ne sont pas tes enfants et nos enfants. C'est des choses qui arrivent. Il y a être en amont. Il est possible qu'à un moment, c'est pas comme ça qu'il faudra faire. Je le sais. Comme moi, je risque de faire la même chose. Et qu'en 2 mots, on se rassure que là-dessus, c'est évident qu'il y a des moments où ça ne se passera pas comme il faut. Et une fois que c'était dit, alors ça a été dit. Après, il y a comment on est dans la gestion technique. Quand en effet, on a ces 3 groupes qui sont là, et que l'un joue avec l'autre contre l'autre et s'associe au troisième pour faire exploser ces jeux de billard. Ça, c'est une conférence. Ça, c'est vraiment une conférence sur comment on réfléchit ça. Mais ce qui est sûr, c'est que de nouveau, l'enjeu, il va se situer au niveau du couple. Au niveau 1, de savoir que dans un univers, quel qu'il soit, il y a le respect de la règle. Et que la règle, c'est la parole qui a été émise par l'adulte, qui parfois a une deuxième dimension qui est celle du parent, mais qui, même s'il n'a pas la dimension du parent, parce qu'il est le conjoint de notre parent, se doit d'être écouté, point. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais c'est pas grave, c'est la règle. Il faut toujours accepter que quelqu'un ne veut pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est pas normal, c'est pas juste. Libre à toi. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est comme ça. Mais c'est pas juste, je comprends, mais c'est comme ça. Jamais commencer à faire un argumentaire. Ouais, parce que quand je suis chez l'autre, et en vérité, c'est pas normal, et pourtant, vis-à-vis de lui et moi, donc en vérité, je suis le souffre-douleur, etc. et tout. Laissez tomber. Ne rentrez surtout pas là-dedans. C'est au passage le travail qui sont en accompagnement thérapeutique pour pouvoir aider justement les enfants à remettre bien chacun à sa place. Enfin, c'est ce que sont censés faire ces accompagnements. Autre question? Oui. En ce qui concerne la stratégie commune, en général quand on est en situation et que le boss il teste la solidité du couple en demandant un truc au père et à l'autre, à la mère, etc. pour voir comment. C'est pas à ce moment-là qu'on peut dire alors quelle stratégie on va adopter, etc. Parce qu'on est sur le vif, quoi. Et donc du coup on réagit spontanément chacun avec sa façon de voir les choses. Donc du coup on tombe à côté de la voie commune. Alors Attendez, on est parents, on est adultes,
Donc la réponse, elle est là. Pourquoi je réagis immédiatement? Parce que la situation fait qu'on doit donner une réponse. On est dans l'urgence absolue. Ça se joue à 5 secondes. Alors on s'en va, on se retire, on discute, on revient. Non, on reste et l'enfant sort. Hein. Ce que tu viens de nous poser comme question est une bonne question, mon petit chéri. Eh bien, tu vas aller dehors et papa et maman vont réfléchir à la réponse qu'ils vont te donner. Et là, il sait faire voir. Mais il est super content. Waouh! Mes parents, c'est un couple. Mais c'est sûr, maintenant, le problème, c'est qu'être adulte, c'est savoir justement ne pas réagir dans la fausse urgence. Mais après, on ne sait pas s'il a vraiment demandé au papa. Mais vous lui demandez. Si on n'est pas à côté, la maman n'est pas à côté. Mais vous lui demandez. Il va voir. Mais vous savez, tout parent, au bout d'un moment, on le sent le truc. Papa, dis-moi, moi je vois par exemple, qu'est-ce que tu penses de ma robe? Elle est jolie ou pas? Maman a décidé de te l'acheter? Non, je veux juste savoir si. Il y a à mon avis plusieurs manières de la voir. Vous montrez bien que vous avez compris qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'à un moment, parce que si on dit, ouais, papa il a dit elle n'est pas jolie et pourtant tu veux me l'acheter, donc là-dessus on dit non. On lui pose la question. Pourquoi tu me poses cette question? Juste pour savoir. Eh bien écoute, ça nécessite une réflexion. Non, j'ai besoin de savoir. Pourquoi tu as besoin de savoir? On parle, hein? On parle avec un enfant. Pourquoi tu as besoin de faire ça maintenant? Non, comme ça. Ça va, c'est bon. Comme on dit un peu légèrement, on l'a cramé le gosse, ça y est, c'est bon. C'est à nous de savoir un petit peu, dans ce genre de cas, comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, ne pas tomber dans le piège. Il ouvre les portes et nous on tombe immédiatement. Non, on tombe pas. Pourquoi? Mais écoute, c'est une bonne question.